Bienvenue à cette capsule santé du podcast de l'Académie Jardin de Vie. Alors, merci d'être là, merci de m'écouter. J'ai eu cette idée de faire un podcast, de rencontrer des gens que j'admire, que je considère qui ont fait divers avancements dans le domaine de la santé naturelle, tout particulièrement dans le domaine de l'aromathérapie. Puis, au moment où j'annonce l'idée du podcast, vous êtes très enthousiaste à recevoir des recommandations, des trucs santé de ma part. Alors, je me suis dit, bon, il faudrait sûrement que je fasse ça. Donc, c'était pas ma première idée. Puis je me suis dit, mais oui, c'est sympathique, ce serait le fun, des capsules sur différentes thématiques qui peuvent, qu'on rencontre au quotidien et pour lesquelles, pourquoi pas, avoir des trucs à mettre en application pour améliorer notre santé. Alors, pour aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais appeler ça les capsules santé, puis je vais voir si ça va évoluer au cours des semaines, des mois et des années à venir. Alors, cette semaine, j'avais une entrevue dans une radio sur un article que j'ai écrit dans le magazine Vivre, donc pour ce printemps, mars 2025, un article qui porte sur la fatigue. Et je me suis dit, bon, je vais parler de ça, la fatigue, d'où est-ce qu'elle vient, mais le premier point ou la première question à se poser quand on est fatigué, c'est est-ce que je dors bien? Et c'est tellement un point important et un point vaste à couvrir. Il y a tellement de questions à se poser sur notre sommeil et tellement d'actions à prendre que juste parler du sommeil, c'est une rencontre. On va voir la fatigue une autre fois. Alors aujourd'hui, j'ai choisi cette thématique sur le sommeil parce que moi aussi, par période, j'ai des défis de sommeil, que des fois, j'aime bien accuser la lune, la pleine lune. Ah, d'autres fois, c'est les hormones. Ah, des fois, ça doit être un souper ou quelque chose que je ne digère pas. Donc, peu importe la raison, je pense que nous avons tous, par période, des défis au niveau du sommeil. Et c'est pas ça en soi le problème. L'objectif, c'est d'être capable d'identifier pourquoi je ne dors pas bien et d'avoir des solutions pour y résoudre. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager plusieurs pistes de solutions, dont certaines que j'applique également régulièrement, parce que pour moi, le sommeil, c'est un facteur très, très important. Je dois bien dormir. Je suis une personne qui aime se coucher pas trop tard, disons, et qui a besoin d'avoir une bonne nuit. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'ai eu 4 enfants. J'ai allaité pendant un total de 12 ans, donc beaucoup de nuits également. Et pourtant, je m'y suis fait, je m'y suis habituée. J'ai moins dormi par période, mais j'ai encore toujours besoin d'un bon sommeil. Alors, quand quelqu'un vient en consultation et me dit Ah, Véronique, mon problème, c'est vraiment mon sommeil, je dors pas bien. Ma première question, eh bien, je questionne si c'est en lien avec l'endormissement. Est-ce que vous vous endormez bien, mais après vous vous réveillez, ou avez-vous des troubles à vous endormir, puis après vous dormez bien? Ou au contraire, comme mentionné, vous vous endormez bien, puis vous vous réveillez. L'autre question, c'est quand on se réveille durant la nuit, est-ce qu'on se réveille pour aller uriner? Est-ce qu'on se réveille spontanément? Est-ce que c'est un chat, un enfant, une situation particulière qui nous réveille? Est-ce que c'est des cauchemars? Est-ce que c'est du stress? Donc, identifier, bon, pourquoi je me réveille? Et le problème principal, c'est quand on n'arrive pas à se rendormir. Parce qu'en fait, un peu comme durant l'allaitement, bien qu'il y ait beaucoup d'hormones présentes à ce moment-là, quand on se réveille souvent, puisqu'on a des cycles de sommeil de 90 minutes, il y a une certaine normalité, ou du moins c'est possible qu'en chaque cycle de sommeil, on ait un sommeil léger, puis un léger réveil. Le problème, c'est de ne pas se rendormir. Donc, vous l'avez peut-être déjà vécu pendant 1 heure, 2 heures, des fois plus, de dire, mais voyons, on dirait que je ne sais plus comment m'endormir. Je ne sais plus. Moi, je me dis, j'ai perdu le truc. Là. Parti, ça ne marche plus. Heureusement, ça reste pas. Donc, c'est les questions à se demander. Bon, comment est-ce que mon sommeil est perturbé? Et quand je me réveille, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que je me mets à penser à mille et une choses, qui est souvent mon cas? J'ai un cerveau très actif, j'ai tout le temps 1000 projets.
Alors, je me mets à penser à mes projets. Donc, il faut que je trouve des projets d'endormissement calme. Donc, des fois, je m'imagine juste semer des carottes au jardin. Ça m'aide à me rendormir. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi de dire, bon, quand je me réveille, est-ce que je me mets à penser? Alors, on identifie les causes possibles, c'est quoi les troubles de sommeil, et ça va nous relier aux causes possibles. Et on se questionne sur la journée. Comment a été ma journée? Il y a des personnes qui vivent beaucoup, beaucoup de stress durant la journée. Et ce stress-là, il s'accumule, puis il arrive au dodo avec un système nerveux qui est complètement surchargé. Et c'est durant la journée qu'on va devoir agir, que ce soit par l'exercice, soit exercice plus intense ou plus calme, soit par les respirations, peu importe, mais c'est durant la journée qu'on va devoir agir pour améliorer le sommeil une fois la nuit venue. Chez d'autres personnes, c'est un cercle vicieux. Ils deviennent tellement fatigués qu'ils carburent aux aliments excitants. Ça peut être des aliments à base de caféine, comme café, chocolat noir, thé, durant une bonne partie de la journée. Puis quand on dépasse une certaine heure pour certaines personnes, eh bien, ça peut nuire à l'endormissement. Donc, souvent, la caféine, puisqu'elle a une demi-vie de 12 heures, bien, si on en prend en début d'après-midi, il peut arriver, même chez certaines personnes, c'est le matin, puis ça les affecte jusqu'à la soirée pour l'endormissement. Ensuite, je regarde au niveau de l'hygiène de vie de la personne, de manière générale. Il y a toute l'alimentation qu'on doit considérer aussi. Donc, si on a une alimentation très sucrée, sucré voulant dire aussi raffiné, avec des farines blanches, du riz blanc, des portions de féculents qui sont importantes. Ça se peut que notre glycémie se promène en yo-yo toute la journée et qui nous amène des variations au niveau de notre énergie et qui fait en sorte que le soir, notre sommeil en est affecté. Ça peut être notre souper du soir aussi. Notre souper du soir qui pourrait être peut-être, c'est drôle, j'ai un appel en même temps, je ne sais pas s'il va être enregistré en souhaitant que non. Alors, il y a le souper du soir qui pourrait être peut-être trop riche, trop corsé, trop gras, trop protéiné, trop tard, donc toujours trop, 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 qui fait en sorte qu'on est rendu des fois à 8 h, 9 h, on termine le souper, puis on se dit aïe, 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 je ne peux pas aller me coucher tout de suite. Donc, c'est une mauvaise habitude qu'on a chez nous de souper tard. Et à ce moment-là, ben, il faut que le souper soit un petit peu plus léger, il faut qu'il soit plus digeste, parce qu'à partir du moment où le souper contient trop de protéines, surtout de protéines animales, c'est un repas qui va rester longtemps dans l'estomac. Notre estomac étant un organe pour digérer la protéine, en sécrétant des enzymes protéiques, donc protéases et de l'acide chlorhydrique pour couper la protéine en petits fragments en acides aminés. Et qui va devoir rester longtemps, tout aussi longtemps dans l'estomac tant que les protéines n'auront pas été suffisamment scindées en petits morceaux pour faciliter leur absorption. Donc, plus la portion de protéines est élevée, plus c'est long, plus ça reste longtemps dans l'estomac, puis on a l'impression que ça ne descend pas, et avec raison. Plus le repas est gras, plus on a besoin que le foie produise suffisamment de bile pour être capable d'envoyer cette bile en réserve dans la vésicule biliaire. Et la question, c'est est-ce qu'il y a autre chose dans la vésicule biliaire? Est-ce qu'il y a une accumulation de pierres qui fait en sorte qu'il y a très peu de bile? Il n'y a pas de place pour la bile, donc il n'y a pas une grande réserve de bile. Donc, si le repas est très gras, il faut que le foie se dépêche à produire davantage de bile ou aussi envoyer à la sortie du repas dans le système digestif qui est le duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Donc, envoyer de la bile pour être capable d'émulsionner les gras. Et sinon, on a l'impression que ça passe pas, les nausées, les inconforts digestifs. Le corps n'est pas capable d'envoyer suffisamment de bile et ça demande une charge de la part du foie, une charge supplémentaire à part toutes les autres actions qu'il a posées tout au long de sa journée. Alors, à ce moment-là, on a plus besoin d'accompagner le foie pour améliorer la digestion. Donc, on se questionne, je reviens un peu en arrière, je sais, je me promène un petit peu par pêle-mêle sur mes sujets, mais vous avez des défis de sommeil. OK, vous vous questionnez, ça se situe à quelle période durant la nuit? Est-ce que c'est plus l'endormissement? Est-ce que ce sont des réveils fréquents? Est-ce que les réveils, vous restez longtemps non endormis? Est-ce que durant cette période-là, vous vous mettez à penser? Est-ce que vous tombez stressé? Faites-vous de l'adrénaline? Il faut identifier
Ensuite, c'est cause de réveil. Et là, vous observez votre journée. Avez-vous des journées stressantes? Avez-vous des défis psychologiques, des stress chroniques? Fait que dès que votre cerveau cyber, ça s'allume, hein, ça se met à penser à ce stress-là. Alors, on a besoin d'agir à ce moment-là, autant le jour pour réduire l'impact du stress dans votre corps que autant la nuit. Des fois, au niveau des défis de sommeil, eh bien, ce sont les hormones aussi qui rentrent en ligne de compte. Ça peut être dans des périodes de cycle ovulatoire ou de cycle menstruel. Ça peut être les crampes menstruelles. Ça peut être l'abondance des saignements qui fait que les femmes ont besoin de se réveiller souvent la nuit, changer serviette sanitaire, vivre des douleurs et qui peut faire en sorte que par période, on ait des inconforts. À ce moment-là, je vais peut-être revenir plus dans une capsule en lien avec les défis hormonaux, dont les douleurs menstruelles, pour être capable de vous donner des outils pour faciliter, réduire les inconforts et du même coup, améliorer votre sommeil. Dans d'autres temps, eh bien, il y a cette transition hormonale de la préménopause vers la ménopause où il peut y avoir des périodes d'insomnie qui sont présentes chez plusieurs femmes. Il peut y avoir aussi des bouffées de chaleur, donc c'est la chaleur qui réveille et qui par la suite rend l'endormissement difficile. Donc, souvent, quand les gens consultent pour le sommeil, ils ont identifié pourquoi est-ce qu'ils dorment mal. Par contre, ils n'ont pas nécessairement les outils pour pallier à cette insomnie. Alors, si on revient vers une digestion difficile, donc si vous identifiez que le soir, vous avez des difficultés à vous endormir, vous soupez tard, peut-être par période. Des fois, ça l'arrive, on n'avait pas prévu, on a été invité, puis on se dit « Ah, il me semble que mon repas passe pas bien, je vais avoir de la difficulté à dormir. » Eh bien, vous pourriez utiliser soit des plantes médicinales ou des huiles essentielles qui augmentent la production de bile de la part du foie, puis qui amènent du mouvement digestif vers le bas, donc moins de stagnation au niveau digestif. Certaines personnes vont apprécier consommer un multi-enzyme, donc un supplément d'enzymes digestives qui va contenir ces micromolécules qui agissent un peu comme des ciseaux dans vos nutriments. Donc, ils vont couper les morceaux de vos aliments en microparticules pour faciliter leur descente et leur absorption. Nous fabriquons ces enzymes et elles doivent être disponibles pour la digestion, mais plus on vieillit souvent, moins qu'on fabrique d'enzymes. Et n'oublions pas que tous les aliments qui sont cuits, donc au-dessus de 48 degrés Celsius, les enzymes meurent. Donc, nous perdons les enzymes digestives, donc on doit les puiser dans notre banque d'enzymes produites par le foie, par le pancréas également, pour être capable de digérer les aliments qu'on consomme. Donc, le fait d'avoir toujours une partie vivante dans notre assiette, pas toujours 100% cru, surtout l'hiver, surtout si vous avez une faiblesse digestive, on veut faciliter la digestion, apporter des enzymes, donc ça peut être avec une poignée d'épinards, de roquettes, un peu de pousse dans un repas qui est un peu plus cuit, ou peut-être avoir un supplément d'un enzyme quand vous savez que le repas est un peu lourd, vous l'avez pris trop tard, trop protéiné, qui risque de nuire à votre sommeil. Des plantes peuvent être intéressantes, donc des plantes qui accompagnent la digestion, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais souvent, ce sont des plantes amères. Si on les consomme avant le repas, il faut y penser, on va tout de suite augmenter la production de salive, la production d'acide chlorhydrique, de bile et d'enzymes digestives et de sucre pancréatique. Donc, dans les plantes amères, ça peut être sous forme de légumes. Par exemple, avoir une entrée avec des endives, des radicchio, ou sinon, on va consommer sous forme de concentré liquide, donc des plantes qu'on a extraites dans l'alcool, qu'on appelle une teinture végétale, qui se vend en boutique d'aliments naturels. On va consommer la posologie, donc la dose qui est recommandée sur la bouteille avant le repas, qui est souvent 25-30 gouttes, à peu près, une pipette, hein, qu'on met dans une petite gorgée d'eau et qu'on se gargarise légèrement la bouche avant de l'avaler. L'objectif, c'est de goûter l'amertume. Il faut que vous ayez une petite grimace. C'est amère. Vous pouvez imaginer. Donc, plus la plante est amère, plus on produit de fluide digestif et plus la digestion va être facilitée à descendre vers le bas. Ça pourrait être une teinture de racines de pissenlit. Ça pourrait être également une teinture de racines d'artichaut
pardon, pas racines d'artichaut, feuilles d'artichaut, très, très amères, où il existe différentes formules sur le marché offertes par des herboristeries québécoises comme la Clé des Champs. Je pense que de mémoire, ils ont une formule qui s'appelle Hepatix, donc une formule qui combine des plantes amères avec des plantes antispasmodiques. Hein. On a des gaz, des crampes, des colites, etc. Donc, une formule qui peut être prise avant le repas pour ouvrir la digestion, développer les fluides qu'on a besoin et ou après le repas pour faciliter la digestion, augmenter encore la production de bile et réduire les inconforts digestifs. Donc, il y a cette possibilité-là et il y a aussi l'usage d'huile essentielle que quand il est trop tard, j'ai trop mangé, ça passe pas, c'est dans mon ventre, j'ai comme une crampe d'estomac, je me sens ballonnée, je me sens pas bien. On a besoin d'huiles essentielles qui sont ce qu'on appelle digestives, eupeptiques, stomachiques, donc qui mettent de la vie, du pep dans notre digestion. Et là encore, on a beaucoup de choix. Et mon objectif de vous partager ces recommandations, c'est de diversifier vos connaissances, mais par la suite que vous puissiez vous responsabiliser face à vos choix et de demander conseil. Donc, quand on choisit de consommer une plante ou de consommer une huile essentielle, il peut y avoir des contre-indications, soit avec une condition de santé, soit avec des médicaments que vous prenez. Donc, vous devez vous renseigner. Vous devez demander au conseiller en boutique d'aliments naturels. Vous pouvez vous demander conseil à votre pharmacien également. Donc, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de contre-indication, qu'il n'y a aucun danger à consommer cette plante parce qu'en effet, certaines ont des contre-indications. Donc, en aromathérapie, dans les huiles essentielles qui mettent beaucoup de vitalité dans la digestion, eh bien, il y a la fameuse menthe poivrée qui pourrait être ingérée chez les adultes seulement à raison d'une goutte sur la langue. Et une goutte sur la langue, vous avez toute cette fraîcheur décongestionnante qui va amener beaucoup de vitalité dans la digestion, qui augmente la production de bile. Donc, c'est une huile essentielle qui est cholagogue et qui est cholérétique, donc augmente la production de bile et facilite son évacuation et qui met du mouvement dans la digestion. Donc, on sent la fraîcheur, la vitalité. Par contre, c'est une huile essentielle qui fait augmenter la pression artérielle et qui peut exacerber les reflux gastriques. Alors, on fait attention si c'est votre cas. Et dans ses qualités, c'est une huile essentielle qui calme beaucoup les gaz, les crampes, les douleurs au ventre et les ballonnements. C'est ce qu'on appelle, entre autres, des qualités antispasmodiques et carminatives. Dans les autres huiles essentielles, j'aime beaucoup le citron. Le citron en aromathérapie est extrait à partir de la plure. Donc, c'est un peu comme si vous croquez une plure de citron. C'est amer. C'est pas mauvais, par exemple, mais c'est amer. Donc, cette amertume-là vient aider à augmenter la production de fluides digestifs et stimuler le foie et la digestion. Encore une fois, une goutte d'huile essentielle de citron sur la langue peut aider à accompagner votre digestion. J'aime bien aussi les huiles essentielles anisées, par exemple l'anis vert, l'anis étoilé ou le fenouil, qui sont aussi stimulantes des fonctions du foie, mais qui agissent comme une très grande antispasmodique. Pour moi, c'est des huiles de choix quand on sent que c'est barré, comme si il y avait un spasme au niveau de l'estomac ou des crampes intestinales parce que ce sont des huiles essentielles très, très, très antispasmodiques. Donc, encore une fois, une goutte sur la langue. Finalement, on a une autre catégorie intéressante, par exemple, le basilic exotique qui contient la même molécule en aromathérapie qui est le chavicol méthyléther que l'estragon et que l'agastache, qu'on surnomme aussi l'isopanisée, qui pousse au Québec. Donc, ce sont des huiles essentielles qui contiennent à plus de 70% le chavicol méthyléther, qui est une molécule très, très, très antispasmodique. Donc, quand on se sent encore là, la crampe à l'estomac, l'inconfort au niveau du ventre, ce sont des huiles essentielles qui peuvent être déposées à raison d'une goutte sur la langue pour une absorption au niveau de la bouche, donc sublinguale, puis une distribution rapide au niveau de l'organisme. Il y a toujours possibilité, quand on ingère des huiles essentielles, de les diluer dans un excipient, qui peut être ici une petite gorgée d'eau, tout comme un petit shooter, on brasse, on avale rapidement pour que l'eau glisse rapidement au niveau de l'estomac et dans l'estomac, qu'on ait un effet antispasmodique, tonique digestif très, très rapide. Ce qu'on peut faire avec le choix des huiles essentielles proposées précédemment, mais pas des huiles essentielles qui pourraient chauffer sur la muqueuse digestive. Je vous en reparlerai éventuellement.
On pourrait choisir aussi de mettre notre goutte d'huile essentielle dans une petite cuillère d'huile d'olive qui va glisser un petit peu plus doucement au niveau de l'œsophage et de l'estomac. C'est intéressant pour les gens qui ont une muqueuse digestive un petit peu plus sensible. Alors voilà, côté digestion, on pourrait choisir de boire en soirée une tisane qui est digestive, antispasmodique. Il y a beaucoup de choix qui s'offrent à nous. Pour certaines personnes, ça convient bien. Pour d'autres, ils vont dire: ah non, moi, je ne bois plus en soirée parce que je me retrouve à uriner toute la nuit et là, je me réveille. Alors, c'est à vous de choisir si vous voulez prendre des plantes sous forme de concentré liquide pour avoir juste quelques gouttes à consommer ou de boire la tisane. On peut aussi concentrer nos plantes, en mettre 2 fois plus que la dose habituelle ou réduire la quantité d'eau. Donc, on peut mettre le sachet de camomille, par exemple, qui est une plante très, très, très digeste, qui permet aussi de détendre l'organisme tout en favorisant la production d'enzymes digestives et de bile de la part du foie. Donc, on pourrait mettre un sachet de camomille dans une demi-tasse d'eau au lieu d'une tasse d'eau. Comme ça, on en a moins à boire, on a moins de risque de se lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Et surtout, laisser le sachet tremper dans l'eau longtemps. Donc, des fois, les gens ne laissent pas les plantes suffisamment longtemps dans l'eau. C'est vrai pour seulement certaines rares plantes, mais de manière régulière, on va surtout laisser les plantes dans l'eau. Plus la plante trempe longtemps, plus elle a l'occasion de libérer ces molécules actives et de faire en sorte donc de concentrer notre tisane et de la rendre plus efficace. Donc, la camomille, plus elle trempe longtemps, plus son goût devient un peu amer, mais on s'entend, c'est pas une amertume comme une feuille d'artichaut, c'est à peine légèrement amer, même les enfants l'adorent, mais c'est suffisant pour activer la digestion et détendre le corps. Beaucoup, beaucoup de plantes qui calment le système nerveux ou qui l'équilibrent ont des bénéfices sur la digestion. Et là, vous pourriez choisir une tisane qui contient plusieurs de ces plantes ou en essayer une à la fois pour voir s'il y en a une qui vous convient mieux qu'une autre. Alors, je nommerai ici la catère, qu'on appelle l'herbe à chat, la mélisse, très, très facile, une vivace très facile à faire pousser. Les deux, en fait, sont très faciles à faire pousser à la maison. Très antispasmodique, les deux, évidemment. On a la scutellaire aussi, qui va plus aider vraiment un peu, avec beaucoup de douceur, les fonctions du foie, vraiment plus aider à calmer les spasmes dans l'organisme et le système nerveux. Donc, on a camomille, bon, un de mes premiers choix, mélisse, catère, verveine citronnée. Ce sont des plantes très digestes. Oui, on les digère bien, mais en plus qui nous aident à digérer et qui favorisent la détente du corps. Donc, c'est ce qu'on veut en soirée, en fait. C'est d'amener une plante. On ne veut pas une plante qui active notre digestion, mais qui active aussi notre métabolisme. On veut vraiment une plante qui aide à nous faire entrer dans un moment de détente et de relaxation. Donc, ça, c'est parmi celles que j'apprécie le plus. Donc, voilà pour la digestion. Pour les hormones, eh bien, si vous suspectez que c'est plutôt d'ordre hormonal, que ce soit une fluctuation, que ce soit en lien avec les règles, l'ovulation, la transition vers la préménopause, puis vous avez des périodes d'insomnie qui deviennent de plus en plus fréquentes, eh bien, on pourrait travailler avec des plantes plus somnifères, mais on peut travailler avec des plantes équilibrantes hormonales qui vont juste aider le corps à combler soit l'hyperestrogénie qui peut amener des symptômes d'insomnie durant le syndrome prémenstruel ou combler le manque d'estrogène qui se prépare à la préménopause, donc tranquillement. Dans nos plantes régulatrices hormonales qui sont somnifères, une que j'apprécie beaucoup, mais qui n'est pas facile à intégrer, il faut souvent la mélanger, c'est le houblon. Donc, ce sont les jeunes les cocottes. C'est un mélange entre, c'est un mot que je mélange entre cône et cocotte, une cotte. Donc, c'est les cocottes qu'on va cueillir, qu'on achète et qu'on boit en infusion. Seulement 1 à 2 par tasse parce que c'est très amer. C'est souvent beaucoup plus facile de mélanger les cônes de houblon
avec de la mélisse, avec ne serait-ce que des fleurs de lavande, tellement digestibles. Je cherche le mot depuis tantôt, je me mélange. Elles favorisent la digestion. Il y a un mot qui ne me vient pas présentement, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, la lavande, qui est une plante qui active la digestion, qui favorise la détente du corps. Donc, le houblon, c'est aussi une plante qui est très intéressante, mais c'est justement, qui a une action équilibrante hormonale. C'est une de nos plantes qui contient le plus de phytoestrogènes et qui va vraiment venir surtout pallier le manque ou la diminution des estrogènes à la préménopause ou à la ménopause, mais en ayant une action hypnotique. Hypnotique, c'est un petit peu plus que juste calmante ou sédative. C'est que souvent, ça va faciliter l'induction du sommeil. Dans nos huiles essentielles, on a plusieurs choix d'huiles essentielles qui sont très, très, très calmantes, anti-stress, apaisantes, qu'on pourrait choisir de diffuser dans la chambre avant d'aller dormir, un 10-15 minutes, idéalement avec un atomiseur qui diffuse les huiles essentielles pures, donc sans eau, pour être capable de mettre dans la pièce beaucoup plus de molécules aromatiques que les 3-4 gouttes qu'on mettrait dans un brumisateur, où est-ce que c'est davantage de l'eau qui va se retrouver dans la pièce, tel un humidificateur que de l'huile essentielle. Donc, finalement, on n'a pas un effet thérapeutique très, très impressionnant. Donc, on a beaucoup d'huiles essentielles calmantes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit plus les lavandes et lavandins, les feuilles des arbres, des agrumes qu'on appelle les petits grains. Le plus populaire étant le petit grain bigarade. On a des notes citronnées, que ce soit le lemongrass ou la litchi citronnée, très apaisante aussi, qui stimule la digestion également. On a des notes de conifères qui sont plus apaisantes que d'autres, comme la pruche, très, très apaisante, qu'on surnomme l'huile du lâcher-prise, qui aide à libérer le mental, à se détendre. Et quand on a des huiles essentielles un petit peu plus chères, comme la pruche, au lieu de la diffuser, on pourrait choisir de l'appliquer sur soi. Donc, pour des choix d'huiles essentielles qui sont très doux sur la peau, il faut se renseigner avant. Donc, ce n'est pas tout ce que j'ai nommé qui est très, très doux. Par exemple, les huiles citronnées, donc les agrumes, mais aussi lemongrass, litchi citronné, ce sont des huiles essentielles qui contiennent certaines molécules qui ont tendance à être un peu irritantes sur la peau, donc qui doivent être diluées. Donc, on pourrait mettre ces choix d'huiles essentielles-là sur quelques gouttes sur un mouchoir qu'on dépose, qu'on glisse dans la tête d'oreiller pour pouvoir inhaler durant la nuit ces molécules aromatiques. Et on pourrait choisir de les appliquer sur le poignet, par exemple, ou comme je mentionnais précédemment, la pruche pour des essences douces sur la peau, peut-être sur le cœur ou le plexus, pour aider à détendre l'organisme, favoriser l'endormissement. Donc, ça peut être fait juste avant de vous coucher ou ça peut être fait durant la nuit. Donc, quand vous avez un moment de réveil, vous n'avez pas nécessairement à patienter, à vous dire, bon, est-ce que je vais me rendormir ou pas? Moi, maintenant, j'attends plus. Je prends même plus de chance, là. J'ai pas le goût d'attendre une demi-heure, de me dire, ouais, je pense que là, je me rendormirai pas. Je saute tout de suite sur certains outils dont j'arrive, mes outils pour moi qui fonctionnent très, très bien. Donc, on peut tout de suite utiliser les huiles essentielles. Et ce qu'il faut en premier, c'est choisir une huile essentielle qu'on aime l'odeur. Si j'ai nommé la lavande et que ça vous tombe sur le cœur, puis vous en mettez la nuit, puis là, si vous vous sentez agressé par l'odeur de lavande, je peux vous garantir que ça ne vous aidera pas à dormir. Donc, mieux vaut choisir. C'est le premier critère pour être bien avec une huile essentielle. Puis là, je ne parle pas pour soigner une piqûre d'insecte, là, que ça ne nous dérange pas, là, peu importe l'odeur. C'est vraiment pour aider à s'hypnotiser et à favoriser l'endormissement. Il faut aimer l'odeur. J'ai nommé les agrumes aussi, l'orange douce, la mandarine rouge ou la mandarine verte, qui est plus jeune, nous offre une huile essentielle qui, paraît-il, est celle qui est la plus hypnotique, donc celle qui nous aide le plus à nous détendre et à nous rendormir. Donc, encore ici, sur les poignets, ça convient bien, même pour les agrumes, ce n'est pas une région du corps qui chauffe particulièrement. Ou sinon, quelques gouttes sur la tête d'oreiller, mais attention, celles-ci sont colorées, ces huiles essentielles, elles peuvent tacher l'oreiller. Alors, mieux vaut utiliser un mouchoir qu'on glisse dans la tête d'oreiller pour être sûr de ne pas tacher le tissu. Puis finalement, nous avons ces plantes qui sont vraiment somnifères, qui tendent vraiment à aider à nous endormir,
qui le sont davantage que la camomille, la catère, la mélisse, la scutellaire, qui sont des plantes nervines qu'on peut prendre toute la journée durant pour arriver le soir beaucoup moins stressé et beaucoup mieux dormir. Mais elles ne vont pas durant le jour nuire à notre énergie, mais le soir, quand notre corps est réceptif à s'endormir, elles vont avoir cet effet de relaxante musculaire tout en favorisant la digestion. Mais avant d'y arriver, je vous tiens encore un peu, on va se questionner sur la routine du dodo. C'est connu, les écrans, et même je sensibilise mes filles, mes grandes filles à ça, de ne pas avoir ne serait-ce qu'une demi-heure, idéalement 1 heure, et certains diront 2 heures même d'écran avant d'aller vous coucher. Donc l'écran, même la télévision, j'inclus la télévision dans les écrans, mais c'est comme si on oublie, on ne se rend pas compte qu'on est fatigué. On devient hypnotisé par ce qu'on regarde, évidemment. Puis soit qu'on scroll, on passe les images les unes après les autres, ou on regarde une télésérie qui nous captive, puis on devient à ce moment-là déconnecté de est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je sens le sommeil? Et le truc, pour moi, c'est la lecture. Donc, à partir du moment où je m'installe avec un livre, si est tôt, j'ai beaucoup d'énergie, je vais être bonne pour, je sais pas, là, une demi-heure, rarement plus. Sinon, ben, si j'arrive à lire 2, 3 pages, là, puis à un moment donné, je vais, oh là là, les yeux chauffent, il n'y a rien de mieux que la lecture. Parce que la lecture m'a amené quand ça fait 3 fois qu'on lit le même paragraphe, là, puis qu'on se dit, là, il n'y a rien à faire, je retiens rien, ou c'est un roman, idéalement un roman qui n'est pas trop stressant. On veut éviter en fait toute production d'adrénaline, d'hormones de stress le plus possible. Donc, juste le fait de couper les écrans plus tôt, sensibiliser nos enfants, nos ados à ça, puis de s'installer avec un livre, quelque chose qui vous passionne, avant d'aller dormir, vous allez être à l'écoute, vous allez être réceptif, réceptive à ce moment où le corps vous dit « je suis prête, je suis prêt, je suis fatiguée ». Et ça, on va le voir chez les bébés. Donc, les bébés, à un moment donné, ils se frottent les yeux, on le voit, là, ils sont endormis. Là, c'est comme là, une fenêtre. Là. C'est là qu'il faut le coucher. Si vous attendez, vous le savez, probablement. Si vous attendez, il vient de passer comme son cycle de sommeil, puis ça va aller dans 45 minutes, parce qu'eux, ils ont des cycles de 45 minutes. Il va passer dans un état de production d'hormones qui fait qu'on a beau tout essayer, il ne s'endort plus. Donc, c'est la même chose pour nous, mais il faut redevenir, revenir. Est-ce que ça se dit bien, redevenir à l'écoute? On va le dire, je vais le dire. Revenir à l'écoute de ce corps qui vous dit quel est le moment opportun pour aller vous coucher et qui peut varier d'une journée à l'autre. Ça peut être l'occasion où, dans une routine bien-être, vous appliquez vos huiles essentielles, vous partez le diffuseur, il y a la lecture. Donc, votre cerveau se programme au sommeil, comme on le fait chez les bébés. Chez les bébés, on le dit, il faut garder la routine. Hein? Comme ça, il sait que c'est le dodo qui s'en vient. Et c'est la même chose pour nous. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on devrait arrêter cette routine. On programme notre corps. Il sait que c'est le sommeil qui s'en vient. Et vous pouvez compléter avec peut-être une séance de cohérence cardiaque où vous auriez intérêt à en faire peut-être plus souvent dans la journée. Plus les journées sont stressantes, plus il y a de production d'hormones de stress, d'adrénaline, plus on aura intérêt à plusieurs fois dans la journée, idéalement 3 fois par jour, faire des séances de cohérence cardiaque. Donc, je vous invite à lire sur le sujet. C'est simplement 30 respirations en 5 minutes. Donc, chaque respiration est sur un décompte de 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Donc, c'est un temps que vous prenez et ça dure que 5 minutes et c'est ce qui a été démontré pour permettre de réduire le plus rapidement possible la présence d'adrénaline sécrétée dans votre organisme, aussi d'habituer votre corps à éliminer rapidement cette adrénaline-là et de revenir dans un état de détente, de repos. Et finalement, il peut y avoir ces plantes qui sont très intéressantes pour le sommeil, qui peuvent aider. Puis là, j'ai pas parlé, j'ai plein d'autres plantes qui me popent en tête parce que j'ai pas de programme. Je vous parle comme si
vous étiez avec moi. Puis, sur les avenues les plus intéressantes, mais il y a plein d'autres plantes qui sont calmantes, puis qui stimulent les fonctions du foie, comme la verveine officinale, la verveine acetée, la grippaume. On a tellement accès à de plantes et malheureusement, en boutique d'aliments naturels, souvent, bon nombre de ces plantes ne sont pas disponibles, d'où l'importance de se réapproprier la connaissance, de faire pousser ces plantes, de les identifier, de les transformer, donc de les cueillir, de les transformer soi-même et de développer notre autonomie. Alors, mes plantes favorites, une de mes favorites pour m'accompagner dans mon sommeil que j'utilise régulièrement, c'est la valériane. La valériane, si vous la remarquez, ouvrez les yeux au mois de juin jusqu'à la fin juillet, elle borde toutes les routes. C'est un pompon blanc rosé qui sent une odeur poudrée. Euh, et ce pompon-là, ce n'est pas le premier au printemps. Okay? Le premier au printemps, on va avoir beaucoup plus de cerfeuil. Et par la suite, on a la valériane sur une grande tige et son pompon qui a cette odeur de poudre de bébé très suave, très sensuelle également. C'est très agréable. Et c'est la racine qui est utilisée. Et la racine a une odeur tout à fait différente que certaines aiment moins, qui rappellent plutôt des petits bas mouillés qu'on a oubliés dans le fond d'un sac de ballerine ou une poche de hockey. Donc, des fois, un peu moins agréable. C'est rare que les gens aiment la valériane en tisane. Souvent, les gens abandonnent, disent « Ah, c'est comme boire un flacon de parfum ». Alors, souvent, on va plutôt la consommer sous forme liquide, ce que je favorise beaucoup parce que n'oubliez pas qu'elle est comprimée. Quand on prend un supplément pour dormir, il faut quand même le digérer avant qu'il fasse effet. Et il ne faudrait pas qu'il se mélange avec toute votre souper parce que ça va être long avant d'être capable d'absorber sa médecine, ce qu'il a à offrir. Donc, les gouttes, c'est très, très, très rapide. Donc, la valériane, ça se vend en teinture végétale. On suit les posologies sur la bouteille et on en consomme souvent une dose ou deux avant d'aller dormir, puis au besoin durant la nuit. Donc, moi, c'est pas compliqué. Là, je m'étire le bras, là. J'essaie de ne pas faire tomber deux, trois bouteilles qui sont là. Puis, avec la tasse d'eau, la tisane de la veille, et voilà. Donc, je prends juste une gorgée d'eau avant de prendre plus ou moins une trentaine, des fois plus, de gouttes de valériane. Puis, je sens rapidement l'engourdissement dans le corps, le mental qui se calme, le corps qui se détend, puis l'endormissement qui revient. Une autre plante qui pourrait être intéressante, qui est peut-être un peu plus difficile à trouver, mais quoique certaines compagnies canadiennes aussi qui le font, c'est le pavot de Californie. Pavot de Californie. Un petit pavot, une petite annuelle très jolie, très belle à semer chez vous, qu'on va cueillir les fleurs oranges, comme un petit coquelicot orange, les feuilles, et qu'on peut boire en tisane, mais c'est amer, pas plus que 2 fleurs par tisane, surtout si on veut que toute la famille en boit. C'est une plante qu'on utilise chez les gens qui ont beaucoup de tics nerveux, de spasmes, des fois une forme d'hyperactivité qu'on peut boire de jour dans ce cas-là ou de soir pour vraiment détendre le corps puis aider à dormir. Chez moi, je fais pousser du pavot somnifère. Ça existe également. Donc là, on arrive à une coche au niveau des molécules de latex présentes dans ce type de pavot qui sont très, 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 très somnifères. Donc, quand la valériane ne fonctionne pas chez certaines personnes, eh bien, je vais plus vers le pavot somnifère, mais à ce moment-ci, il faut aller vers les herboristes de votre région parce que ce ne sont pas des plantes qui sont facilement accessibles en boutique d'aliments naturels. Voilà, j'ai fait un petit tour. C'est un sujet qui est très, très vaste parce que ce que j'aime en consultation, c'est vraiment cibler la cause possible de l'insomnie, voir avec le rythme de vie de la personne et de choisir la plante. Pas donner un mélange là, de plein, plein de plantes, mais de choisir la plante. Je ne vous ai pas parlé de l'avoine, du tilleul, il y a tellement, tellement de choix. Si vous êtes très intéressé au niveau de découvrir les plantes en lien avec le système nerveux, j'ai une très belle formation de 5 heures sur ma plateforme web, donc jardindevie.com. Et je vous enseigne toutes ces plantes du système nerveux et quand est-ce qu'on les prend, pour quelles raisons. Pourquoi on favoriserait quand on est irritable, impatient, plus ces plantes-là, quand on se sent plus dépressif, quand on a plus des problèmes d'insomnie, quand on se sent juste stressé, quand on se sent comme une charge mentale incroyable,
pourquoi on choisirait plus une que l'autre et lesquelles seraient les mieux adaptées. Donc, je vous invite, si vous êtes curieux, curieuse, d'aller voir sur mon site Internet dans la section herboristerie. C'est une formation en ligne qui est disponible en tout temps. Si vous êtes intéressé à, pourquoi pas, transformer vos plantes médicinales, en avoir chez vous, j'ai aussi une formation d'initiation à l'herboristerie sur ma plateforme où est-ce que pendant 5 heures et demie de temps, je vous parle des différentes transformations, donc que ce soit les macérations dans l'huile, dans l'alcool, donc les teintures végétales, les sirops, les décoctions, les tisanes, comment faire une bonne tisane. Et ensuite, je vous présente au jardin une panoplie de plantes médicinales pour être capable de les identifier, les transformer. Donc, ça aussi, c'est sur ma plateforme dans la section herboristerie. Donc, voilà ce qui complète cette première capsule, ce premier jet très spontané de mes outils, de mes questions et de mes outils favoris parce qu'il y en existe tellement, tellement, tellement. Et c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec un outil que faut comme abandonner puis dire ah j'ai tout essayé. On n'a jamais tout essayé. On n'a peut-être pas la bonne plante, on n'a peut-être pas la bonne forme, on n'a peut-être pas le bon dosage. Alors d'où l'importance d'être bien guidé, bien encadré, mais aussi être bien formé pour être capable de développer son autonomie et ne pas avoir besoin tout le temps de consulter pour mille et un petits problèmes. Alors merci de votre présence que cette première capsule santé vous a plu. Vous avez des idées de sujets? Écrivez-moi à info@jardindevie.com et ça va me faire plaisir de les aborder. À bientôt!